comme ça. Ça envoie le livre. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Bonsoir. Je vais laisser doucement le temps aux gens d'arriver. Alors, je vais sûrement devoir me refaire du miel parce qu'en fait, j'ai pas terminé ma théière. À refaire du thé. J'avais pas terminé ma théière et donc une théière qui ne chauffe rien au micro-ondes en fait. Elle se chauffe, la théière, mais pas ce qu'elle a à l'intérieur, donc c'est débile. Donc je vais refaire chauffer du thé de temps en temps. Donc, on en est au conte allemand qui est Maître Martin le Tonnelier, page 249. Donc c'est celui-là qui fait 70 pages. Force à nous. Et donc c'est l'auteur de ce conte est E.A.T. Hoffmann. Ah, des histoires. Hoffmann, il n'y a pas un truc d'opéra ou de... Ça s'appelle Hoffmann? Je sais plus. Hey, salut Morito. Bisous Toki. Toki? Viens. Non, désolé, il a commencé sa nuit. Bisous de loin. Il dort en rond en fait. Je pense pas qu'on puisse le voir là, mais... Euh, non. Le petit Toki. Avec tout son bazar par terre, son plaid, ses nounours, ses machins. Me met en bordel ce chien. Attends. Et comment tu vas Morito du coup? Je crois que c'était comme ça, c'est à peu près bien comme ça. Peut-être même plus. Voilà. Je pense que c'est... Voilà. Bon, on voit bien le livre, mais j'aimerais bien monter un peu plus haut, parce que je suis coupée. Voilà, je suis un peu moins coupée. On voit un peu moins le livre, mais peut-être que si je dézoome... Et... Non, c'est déjà... Hop, pas d'amélioration. Ah mince. Désolée pour toi. Hop. Hop. Donc voilà, on le compte allemand. Donc, mais Hoffman, ça me dit vraiment quelque chose. Il n'y a pas... je sais pas, ça me dit quelque chose, mais musicalement parlant, en fait. Euh, Ouais, non, je sais pas, j'étais persuadée qu'il y avait un truc genre... Ah si, les contes d'Hoffmann. Ah, je confonds. Attends, les contes d'Hoffmann par Offenbach. Mais si, il y a bien un truc, du coup... Les contes d'Hoffmann, c'est vraiment un truc. Je savais bien que ça me disait quelque chose. C'est un opéra fantastique en 5 actes, ou un prologue, 3 actes et un épilogue, selon la version de Jacques Offenbach, inspiré du conteur E.T.A. Hoffmann. Donc c'est le même gars. Le livret est une adaptation de Jules Barbier à tirer
enfin que Jules Barbier, pardon, a tiré de la pièce qu'il a écrite en 1851 avec Michel Carré. La création posthume le 10 février 1880 à l'Opéra Comique de Paris est l'objet de nombreuses suppressions ou ajouts indépendants de la volonté du compositeur. C'est aujourd'hui un des opéras français les plus représentés dans le monde. D'où le fait que le nom me dise quelque chose. D'accord. Ben, on aura appris un truc. Ah, pardon. Reste en l'heure qu'il n'y a pas de souci. Je pense que je vais pas tarder à démarrer. Il est assez long. J'ai pas envie de passer 3 heures avant. Oui. Et 70 pages celui-là. Au secours. Délire. Ça s'arrête jamais. Putain, les Allemands, quoi. Ah, niveau... Ouais, je sais pas si on va faire tout ça. Comparé aux autres, quel celui-là? Et lui, il compte pas trop parce qu'il est vraiment très court, la tourbière. Voilà. Un de ceux qu'on a lu la semaine dernière, c'est celui-là. La différence, quand même, c'est improbable. Il y a mis au berceau qui était un peu plus taille normale, mais voilà, ça c'est la taille basique des contes qu'on a lus jusque-là. Ça, c'est la taille du conte allemand. Vous voyez un peu la différence d'échelle, c'est improbable. Je vais prendre un petit bout de miel et puis on va commencer du coup. Ah, désolé d'avance si on entend un petit bruit de machine en fond. J'ai lancé une machine à laver. C'est possible qu'on l'entende, mais je suis pas sûre. Parce que le casque cache plutôt bien les bruits extérieurs. Voilà, commençons. Donc c'est Maître Martin le Tonnelier, un conte allemand. L'auteur de ce conte est donc E.A.T. Hoffmann, le plus célèbre des conteurs de l'Allemagne. Il naquit en 1776 et mourut en 1822. Ce qui n'est vraiment pas vieux, puisque du coup, monsieur est mort à 46 ans, si je compte bien. C'est pas très vieux, franchement, pour un auteur qui est quand même bien marqué son temps, quoi. Donc, chapitre 1, parce qu'on a des chapitres, évidemment. Je sais pas combien on en a, mais on va en avoir. Allez, on est parti, courage. Je précise, hein, c'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est juste que les 70 pages, je les appréhende un peu. Chapitre 1, l'auteur au lecteur. Je vais me mettre comme ça déjà. Ça va être beaucoup mieux. Donc, ton cœur doit s'ouvrir comme le mien, cher lecteur et lectrice, aux impressions de tristesse quand tu traverses une de ces places où les superbes monuments du vieillard allemand, comme des témoins éloquents, attestent l'éclat, le zèle fervent, la sincérité d'une belle époque qui n'est plus. N'est-ce pas comme si tu entrais dans une maison déserte? Là repose encore, tout ouvert sur la table, le livre pieux dans lequel lisait le patriarche de la famille. Là est encore suspendu le riche tissu aux couleurs voyantes qu'avait fait la diligente ménagère. Là, dans les armoires toutes propres, sont rangées en grand nombre les précieuses œuvres d'art reçues en cadeau au jour de fête. On dirait qu'un des maîtres du logis va entrer dans un instant et t'accueillir avec la plus cordiale hospitalité. Mais en vain tu attends ce que la roue du temps, dans ses révolutions éternelles, a emporté. Tu peux du moins t'abandonner aux doux rêves que t'inspirent les anciens possesseurs de cette demeure. Te tiennent un langage si saisissant que tu en éprouves un frisson jusqu'aux moelles. Et tu comprends alors, pour la première fois, le sens profond de leurs œuvres, car tu es en ce moment leur contemporain. Tu conçois la grandeur d'un siècle qui a pu produire de tels hommes et de tels ouvrages. Mais hélas, les charmantes visions, au moment même où tu allais les saisir dans tes bras, s'évanouissent toutes craintives et sur de légers nuages disparaissent devant les bruyantes rumeurs du jour. Et tu suis, les yeux pleins de larmes brûlantes, leurs ombres pâlissantes
plus en plus. Toi-même, tu te réveilles tout à coup de ce beau songe, au bruit de la vie qui s'agite autour de toi. Il ne t'en reste qu'un désir ardent qui pénètre ton sein d'un doux frémissement. Celui qui écrit pour toi ces pages, cher lecteur, éprouvait ces mêmes impressions chaque fois que ses pas le conduisaient à travers la ville de Nuremberg, célèbre dans le monde entier. Tantôt il s'arrêtait extasié devant la merveilleuse structure de la fontaine du marché, tantôt devant le tombeau qui est à Saint-Sebald, tantôt à Saint-Laurent, devant la chapelle du Saint-Sacrement, tantôt devant le bourg et la maison du Conseil, chef-d'œuvre d'Albert Dürer qui invite à la méditation. Il les contemplait, il s'abandonnait tout entier à la rêverie qui le transportait au milieu des magnificences de la vieille ville impériale, et il pensait à ces vers naïfs du père Rosenbluth. Ça va mon chien? T'as eu un éternuement du toutou. Eh, salut Zakaï! Bonsoir! On vient de commencer, on en est sur la deuxième page, sur 70. Donc, les vers naïfs du père Rosenbluth. Cité de Nuremberg, ville insigne en noblesse, si le trait de ta gloire au but droit a touché, et que par la sagesse il était décoché, car c'est bien dans ton sein que naquit la sagesse. Plus d'une image de la vie bourgeoise à cette époque où les arts et les métiers travaillaient vaillamment en se donnant la main, s'offrait à son esprit et y laissait une empreinte particulière de joie et de sérénité. Peut-être te plaira-t-il, cher lecteur, de voir une de ces images s'étaler devant toi. Peut-être la regarderas-tu avec intérêt, avec un sourire de satisfaction. Peut-être iras-tu jusqu'à t'installer dans la maison de maître Martin et t'attarderas-tu volontiers auprès de ses barriques et de ses tonneaux. Dans ce cas, tu réaliseras que l'auteur de ces pages souhaite ardemment du fond de cœur. Qui a une crise d'éternuement à côté de moi, c'est trop chou. Bah alors, mon doudou, hein? Chouffe le chien. Il me regarde dépité comme si j'étais la responsable. C'est pas faux. Je suis pour rien, loulou. On va reprendre un petit peu de miel. Donc, c'était la fin du chapitre 1. Donc, le conte s'appelle Maître Martin le Tonnelier, qui est un conte allemand. Et on a 12 épisodes. 12 chapitres, ah ouais? C'est des longs chapitres alors. Donc, chapitre 2. Comment Maître Martin fut élu syndic et en fit ses remerciements. Le 1er mai de l'an 1580, l'honorable corporation des tonneliers et fabricants de cuves de la ville libre et impériale de Nuremberg tint, suivant les us et coutumes, son assemblée solennelle du corps de métier. Peu de temps auparavant, un des syndics, ou maîtres ciergés, comme on les appelait, avait été porté en terre, et il fallait lui élire un successeur. Le choix tomba sur Maître Martin. De fait, il n'y avait peut-être personne qui pût mieux que lui construire une tonne à la fois gracieuse et solide, ou qui s'entendît mieux à encaver le vin. Aussi comptait-il parmi ses clients les principaux seigneurs, et s'était-il créé une petite fortune, qui pouvait même passer pour de la richesse. C'est ce qui, au moment de l'élection de Maître Martin, fit dire à l'honorable conseiller Jacobus Baumgartner, alors président de sa corporation en qualité de chef des métiers: Vous avez très bien fait, mes amis, de prendre Maître Martin pour syndic, car cette fonction ne pouvait se trouver en de meilleures mains. Maître Martin est estimé de tous ceux qui le connaissent par sa grande habileté et sa profonde expérience dans l'art de soigner les vins de prix. Son zèle vigilant, la vie régulière qu'il mène, malgré toute sa fortune, doivent vous servir de modèle à tous. Soyez donc, mon cher maître Martin, acclamé 1000 fois comme notre digne syndic. En disant ces mots, Baumgartner se leva de son siège et fit quelques pas, les bras ouverts, attendant que maître Martin vînt à sa rencontre. Celui-ci s'empressa d'appuyer les 2 mains sur les bras de son fauteuil et se souleva lentement, lourdement, afin que permettait sa corpulence.
Puis, à pas compter, il alla recevoir l'embrassade cordiale de Baumgartner, mais en y répondant à peine. Eh bien, demanda Baumgartner, un peu interloqué. Eh bien, maître Martin, n'êtes-vous pas bien aise d'avoir été nommé notre maître ciergé? Maître Martin renversa, suivant son habitude, sa tête en arrière, battit la charge avec ses deux doigts sur son gros ventre, et les yeux écarquillés, la lèvre inférieure avancée, promena ses regards sur l'assemblée. Puis il se tourna vers Baumgartner et commença en ces termes. Eh bien, mon cher et digne monsieur, comment ne serais-je pas satisfait de recevoir ce qui m'est dû? Qui donc dédaigne le salaire d'un travail diligent, qui repousse du seuil de sa porte le mauvais payeur venant enfin rembourser la somme prêtée depuis longtemps? Eh bien, mes chers hommes, ajouta-t-il en se tournant vers les maîtres qui étaient assis autour de lui, mes chers hommes, vous est-il arrivé enfin à l'esprit que c'est bien moi, oui moi, qui suis, qui doit être le syndic de l'honorable corporation? Que réclamez-vous d'un syndic? Qu'il soit le plus habile du métier? Allez voir ma tonne de 2 foudres, parce que c'est comme certainement une unité de mesure. Faites sans feu, mon beau chef-d'œuvre, et vous me direz alors si aucun de vous peut se vanter d'en avoir fait un qui surpasse ce travail en force et en élégance. Demandez-vous ce que le syndic Demandez-vous que le syndic ait de l'argent et des biens? Venez chez moi, je vous ouvrirai mes coffres et mes armoires, et vous vous réjouirez de l'éclat de tout un or. Le syndic doit-il être honoré des grands et des petits? Demandez à nos respectables messieurs du conseil, demandez aux princes et seigneurs de notre bonne ville de Nuremberg, demandez à sa grandeur l'évêque de Bamberg, demandez à tous ce qu'ils pensent de maître Martin. Eh bien, je crois que vous n'apprendrez rien de fâcheux. Ah, le melon du mec! Dans ma tête, il vient d'apparaître comme un Macron obèse. Incroyable. Là-dessus, maître Martin donna complaisamment une tape sur sa large panse et sourit en fermant à demi les yeux. Et puis, comme tout le monde se taisait, à part quelques-uns qui toussaient çà et là, il continua. Mais je m'aperçois et je sais bien que je dois néanmoins rendre grâce à Dieu de vous avoir en ce choix éclairé l'esprit. Eh bien, puisque je reçois le prix de mon ouvrage, puisque le débiteur me repaie l'argent prêté, j'écris volontiers au bas du compte, au bas du billet, reçu avec remerciement, Thomas Martin, maître tonnelier en cette ville. Je le déteste déjà, ça fait 3 pages et je le déteste. Il est insupportable. Merci donc à vous de bon cœur de m'avoir choisi pour votre syndic et maître ciergé, d'avoir acquitté une vieille dette. Au surplus, je vous promets de remplir ma charge en toute fidélité et prudence. J'assisterai la corporation et chacun de vous, quand il le faudra, de mes conseils et de mon aide, tant que mes forces me le permettront. Insupportable, bordel de merde, il est insupportable. J'espère qu'on n'a pas 70 pages avec lui. On a lu 3 pages et je le hais. Ah, quel enfer. Toujours du maître Martin dans 20 pages. Oh, ah bah, on va continuer. Peut-être qu'il lui arrivera les pires merdes possibles et qu'il apprendra à être une personne sympathique. Ah, il est horrible. Bah, continuons. Je vais me mettre le radiateur. C'est un petit peu frais. J'aurais dû prendre une petite laine. Ah, salut Jean-Jacques Rousseau, immunisé au gros coup. T'as craqué au bout de 4 pages. C'est pour le bac. Rousseau, attends, je confonds. C'est lui qui avait écrit Candide, je crois. J'ai fait le bac pro, du coup, j'ai pas eu. Ah, les confessions.
Est-ce que c'est lui qui avait un kink pour se faire fesser? Je crois que c'est lui. Les Confessions de Rousseau. Alors, j'ai pas lu, mais ça a l'air incroyable. Il a développé un fétichisme, en fait, vers l'âge de 10 ans, en recevant une fessée cul nu. Et du coup, il adorait la fessée, ce monsieur. Au point que, alors c'est de ses écrits, il allait dans des ruelles sombres en attendant de croiser une femme et il baissait son pantalon pour lui montrer ses fesses et il attendait qu'elle lui donne la fessée. Voilà, voilà. Les philosophes français. Bon, après, les Italiens, ils ont pas mieux, ils ont un clochard qui vivait dans une jarre, donc. Et qui insultait Alexandre le Grand. Un punk. Comment il s'appelait déjà? Merde, celui qui vivait dans une jatte, là, qui insultait tout le monde, qui se masturbait en public. Je crois qu'il jetait son caca sur les gens aussi. Incroyable. Les philosophes, c'est des fous. Diogène, oui, merci. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai des besoins pervers, j'ai abandonné mes gosses, j'en ai fait d'autres. Ah, d'accord. C'est pas de ma faute, c'est parce que quand j'étais petit, on m'a fait ci et ça. Ah, ça a l'air d'être un sacré trou de balle. Oui, écarte-toi de mon soleil. J'avoue que ça claque. Ça claque quand même de dire à Alexandre le Grand, écarte-toi de mon soleil. En même temps, Alexandre le Grand, il voulait juste aller à la mer. Je sais pas si t'as vu. Je crois que c'est sur la chaîne de Dadou qui fait du redoublage. T'as un redoublage d'Alexandre le Grand. T'as deux vidéos. T'as les origines et t'as le passage du coup où il est beaucoup trop agressif. Il insulte les gens. Je connais pas, franchement. Tape Je suis pas agressif, Alexandre le Grand sur YouTube. C'est incroyable. Dans les origines, t'as une scène où il est jeune. Alors, je sais pas, j'ai pas encore vu le film. Mais du coup, ça se chamaille. Et dans la scène, c'est vrai, c'est les vraies scènes du film, mais c'est redoublé. Ils ont changé toutes les paroles. Et, euh, et du coup, il jette un truc sur un type et t'as l'autre qui fait Hey, jetez la porcelaine de Limoges sur tonton! Franchement, on va où là? La meilleure, c'est celle des barbecues avec Viking, la série Viking. Le passage qui a été beaucoup remixé, qui veut le faire à ma place, là, qui veut être roi. Ils ont remixé ça, ils ont redoublé ça en mode roi du barbecue. C'est le roi du barbecue. Et du coup, t'as un passage en fait dans la série où il fait ça. Et du coup, à ce passage-là, ils ont redoublé en disant Ah, c'est facile de dire Ah, elle est pas assez cuite la viande. C'est incroyable. Vraiment, faut voir ça. Ça marche. Ça marche. Mais de toute façon, je veux pas trop faire de coupures. Parce qu'on a 70 putains de pages. Ça va être extrêmement long. Alors, donc on a toujours Maître Martin qui est en train de se vanter et de dire oui, j'ai reçu le titre, mais franchement, je le mérite et c'est pas trop tôt, bande de connards. Un homme charmant. Donc c'est toujours lui qui parle. J'aurais vraiment à cœur de maintenir en honneur notre illustre métier. Je vous invite, vous, mon digne président de métier, et vous tous, mes chers amis et maîtres, à un joyeux repas pour dimanche prochain. Là, nous aviserons en vidant un bon verre de Hochheim, de Johannisberg ou de tout autre vin de prix, il vous plaira de boire de mes riches caves. Nous aviserons à ce qu'il convient de faire de mieux pour le bien de nous tous. Encore une fois, je vous invite de tout cœur.
Venez boire mon vin. J'ai ce vin-là qui est très cher, mais j'ai aussi ce vin-là qui est très cher. Mais vous pouvez boire tout le vin hyper riche de mes caves de gros bourgeois. Mais putain, c'est incroyable. Les visages des dignes maîtres qui s'étaient rembrunés visiblement à l'orgueilleux discours de Martin se déridèrent alors, et le profond silence fit place à une causerie animée, où il fut beaucoup question des grands mérites de maître Martin et de l'excellence de sa cave. Tous promirent de venir le dimanche suivant et tendirent la main au nouveau élu du syndic, qui répondit cordialement à l'étreinte et serra même quelques-uns des maîtres contre son ventre, comme s'il eût voulu les embrasser. On se sépara l'humeur gaie et contente. Je veux pas lire la. Déjà, de base, je la lirai pas. Par un moment, je voulais, par curiosité, pour ma culture personnelle, et aussi comme j'avais fait pour Twilight, histoire de critiquer en sachant, et pas juste quelques passages épars, mais de critiquer en sachant, en ayant lu le matériau de base. Et c'est méga relou. Déjà, quand tu as une page, c'est hyper pompeux, c'est hyper redondant, et ça. Enfin, et même, c'est pas niveau moral, en fait, pas fif. Genre, t'as une histoire complète dans la Bible où c'est deux jeunes femmes qui droguent leur père ou qui lui font boire plein de vin, je sais plus, pour abuser de lui et pour avoir des enfants de lui. Et t'es en mode, waouh, à quel moment ça, c'est pas une scène sortie de l'esprit pervers d'un taré, quoi. Euh, T'as fait par curiosité, bah bon courage. Ça, avec un œil de dévot, c'est beau. Ça, avec du recul, c'est sordide. Ouais, bah, je pense que j'ai trop de recul, en fait, pour. Et même, en fait, enfin, les phrases que trouvent les dévots belles, bah, je les trouve assez. Elles sont pompeuses et pas. Enfin, comment dire? Je sais pas si c'est une erreur de traduction, mais tous les passages que j'ai vus de la Bible, c'est mal écrit. Alors vous allez me dire, ouais, mais le bouquin, il a, je sais pas, 2000, enfin, la version avec le Nouveau Testament, c'est à peu près 2000 ans. Ok, l'Odyssée et l'Iliade, encore plus vieux, je crois que c'est moins 800, encore plus vieux. Bah, franchement, c'est beaucoup mieux écrit. Donc voilà. Ouais, il y a sûrement beaucoup de trucs qui ont été perdus avec les traductions. Bah, c'est un truc qui revient pas mal sur le devant de que ce soit même pour les trois bouquins. De toute façon, c'est basiquement le même, mais les adaptations pour la Torah, pour la Bible, pour le Coran, il y a pas mal de choses qui se perdent apparemment dans les traductions. Et du coup, tu as des trucs qui changent complètement de sens à cause de- d'un mot qui a mal été interprété. Et du coup, voilà, c'est. Mais bon. Tiré des écrits sumériens, plus vieux que 2001. Oui, la partie Ancien Testament, mais la partie Nouveau Testament, là, qui est due à Jésus, c'est à peu près 2000 ans, puisque on est en 2023 après Jésus-Christ. L'Ancien Testament se base sur des écrits de la compagnie des. Attends, regarde. Des Anunnaki, traduits dans les langues, puis grec, puis latin. Ok. Et puis bah, ça a pas mal changé, puis ça. T'as des trucs qui sont rajoutés, puis retirés, qui ont été modifiés de différentes croyances locales de la région où ça a été écrit. T'inquiète. Mais voilà, du coup, dans tous les cas, la Bible, je la lirai jamais. J'ai beaucoup plus intéressant à lire dans ma vie.
Et jamais de ma vie je lis ça en live parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des bigots en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens qui accepteront pas, parce que je serais incapable de lire ça, enfin, de lire la Bible sans cracher dessus. Je suis désolée. Bible, Torah et Coran, hein, les trois, j'aime pas ce genre de texte en fait. J'aime pas ce genre de bouquin parce que c'est chiant à lire. Je peux lire des tests, je peux lire des j'ai oublié des, les ouvrages qui recueillent des réflexions, là, comment ça s'appelle? Enfin, je sais plus. Mais bref, je peux lire des trucs un peu philo. Je peux lire des trucs qui font des réflexions sur un mouvement un peu politique ou j'ai lu par exemple Sorcière de Mona Chollet. Du coup, t'as quand même pas mal de notions qui sont expliquées dedans et tout. Ça me gêne pas, mais putain, les textes religieux, ça se... Bon. Je laisse ça à des gens que ça intéresse. Donc voilà. Ils ont plein d'écrits différents, des types toujours qui ont choisi entre différentes versions. Ouais, voilà. Hop. Regarder le Coran aussi, c'est très fort aussi. Ah oui, ok. Ajoutes à ça les hadiths, qui sont en gros Zadantoum. J'ai aucune idée de ce que c'est qu'un Adantoum. Pas encore lu le Torah. Force à toi de lire les trois, franchement. En plus, ça doit être un peu redondant parce que ça se base sur les mêmes trucs. Pratique quand t'as des grenouilles de bénédictine. Ouais, ça va. Il y en a pas trop qui me saoulent. Je pense que généralement, il y en a qui font un peu chier quand même. J'avais parlé de la cliente qui n'aimait pas les femmes en pantalon parce que c'est pas bien de vouloir l'égalité des sexes. Oh. Mais c'était une vieille conne. Un âge. D'accord. Ok, bah merci. Il y avait le suffixe ADD au début, donc ça donnait un indice, mais je préfère quand même demander. Je préfère demander à prendre un terme de façon sûre plutôt que de me dire ah bah ça vaut peut-être ça, ça veut peut-être dire ça, mais pas avoir la confirmation. Bref, chapitre 3. Ce qu'il se passa ensuite dans la maison de Maître Martin. Attention, grosse beuverie en perspective. Le conseiller Jacobus Baumgartner, pour rentrer chez lui, devait passer devant la maison de Maître Martin. Tous deux, Baumgartner et Martin, s'étaient donc arrêtés devant cette maison. Et comme Baumgartner, c'est très dur à dire, voulait poursuivre son chemin, Maître Martin ôta respectueusement son bonnet, s'inclina autant qu'il le pouvait, et dit au conseiller: Oh, si vous ne daignez pas entrer un moment dans ma pauvre demeure, mon cher et digne ami, j'aurai plaisir à me réjouir et à profiter de votre sage conversation. Et, mon cher maître Martin, reprit Baumgartner en souriant, j'aurais certes plaisir à m'attarder chez vous, mais pourquoi dites-vous que votre maison est pauvre? Je sais qu'en fait de décoration et de meubles de prix, elle ne le cède à aucune de celles de nos riches bourgeois. N'avez-vous pas tout récemment achevé les belles constructions qui font de votre demeure l'ornement de notre célèbre ville impériale? Je ne parle pas de l'arrangement intérieur dont aucun patricien n'aurait à rougir. Le vieux Baumgartner avait raison. Dès qu'on avait ouvert la porte vernie et décorée de beaux ornements en cuivre, on apercevait un vaste vestibule avec des tapis d'une propreté irréprochable, de magnifiques tableaux suspendus au mur, des armoires et des chaises sculptées pouvaient faire croire qu'on se trouvait dans un salon de réception. Aussi s'empressait-on de suivre la recommandation qui, selon l'ancien usage, était inscrite en verre sur une petite tablette fixée près de la porte. Si vous voulez monter ces escaliers, ayez d'abord soin d'essuyer vos pieds. Et sur ce point, tâchez que rien ne cloche pour éviter jusqu'au moindre reproche. Le seul bon sens doit vous faire sentir,
comment ici chacun doit se tenir. Ah, c'est trop mignon ce petit dicton là, j'ai bien aimé. Il faisait chaud, et dans la chambre, maintenant que le soir approchait, l'air était étouffant. Maître Martin conduisait son noble visiteur dans la vaste et fraîche cuisine d'apparat. La cuisine d'apparat? D'accord. C'est le nom qu'on donnait à cette époque à cette salle spéciale dans les maisons de bourgeois riches. Elle était aménagée en cuisine, mais on ne s'en servait pas pour cet usage, et on se contentait d'y étaler toutes sortes de beaux meubles et d'ustensiles de ménage. Pourquoi faire? Gâcher une pièce et de l'argent? Je je comprends pas l'intérêt. J'avais jamais entendu parler de ce truc avant. La cuisine et la cuisine pour se la péter. Bah ouais, bah ça c'est la cuisine pour se la péter du coup. Il a dit pauvre demeure dans sa pauvre demeure dans la page juste avant, je rappelle. Peine entrée, maître Martin appela d'une voix forte. Rosa, Rosa. Aussitôt la porte s'ouvrit et la fille unique du tonnelier syndic entra. Représentez-vous par le souvenir, très cher lecteur, le chef-d'œuvre de notre grand Albert Dürer. Évoquez les images de ces belles jeunes demoiselles, si douces, si gracieuses, si pieuses, qu'elles figurent, telles qu'elles figurent sur ces toiles. Songez à leur taille noble et délicate, à leur front légèrement bombé et blanc comme un lys, à l'incarnat qui semble semer des roses sur leurs joues, à leurs lèvres fines et ardentes qui ont la rougeur des cerises, à leurs yeux dont le regard discret se glisse sous les cils sombres comme la lune entre les feuilles des arbres. Joli le passage sur les cils des arbres. Songez à leurs chevelures soyeuses, artistiquement tressées en nattes élégantes. Pensez à tous ces dons de la beauté céleste et vous verrez la belle Rosa. Comment l'auteur de ce récit pourrait-il vous dépeindre autrement cette fille du ciel? Il me soit permis ici, toutefois, de rappeler un jeune artiste dont l'âme s'illumina d'un rayon du bon vieux temps. Je veux parler du peintre Cornélius qui est à Rome. Je ne suis belle ni demoiselle. Tel que dans les dessins de Cornélius, on voit Marguerite dans le superbe Faust de Goethe, lorsqu'elle prononce ces mots. Telle on pouvait se retracer Rosa quand, avec une modestie toute timide, elle repoussait les hommages de ses prétendants. Elle s'inclina pour la seconde fois devant Baumgartner avec une grâce enfantine, lui prit la main et la pressa contre ses lèvres. Les joues pâles du vieillard se colorèrent d'une vive rougeur, et de même qu'on voit le soleil couchant dorer tout à coup de ses derniers rayons le feuillage déjà sombre, le feu de la jeunesse passée étincela soudainement dans son regard. Petit frisson de malaise. Eh s'écria-t-il d'une voix claire. Mon cher maître, vous êtes un homme riche et fortuné, mais le plus beau que vous ait fait le Seigneur, c'est votre jolie fille Rosa. Ah, les pages sont effacées. Enfin, les nous autres, je suppose que c'est nous, c'est OUS, nous autres vieux bonhommes qui siégeons au conseil, nous faisons, je suppose, nous faisons battre nos cœurs et ne pouvons détourner nos yeux affaiblis quand nous regardons la charmante enfant. Alors, je suis désolée, mais il manque des mots en fait. J'ai tout un paragraphe où j'ai cinq lignes où, où les premiers mots de la ligne sont pas là. Ah, désolée. Euh, je suis désolée, il manque des mots en fait. Cher maître, regarde si.
Non, je voulais voir vous savez, en frottant le graphite, en fait, parce que c'est imprimé avec une presse. Et du coup, je voulais voir si en frottant avec le graphite, je pouvais pas retrouver les lettres avec le, ah merde, comment expliquer? Bah, l'empreinte, en fait, l'empreinte des touches. Et du coup, non, je peux pas. Donc, c'est un peu dommage. Je vais effacer ça avant d'oublier pour pas abîmer mon livre. Et puis, j'ai pas envie de marquer non plus que ça. Je veux pas, je veux pas déglinguer mon bouquin. Donc voilà, je suis désolée, il manque des mots sur le paragraphe. Pas faire ça, on n'a pas le choix. Ah, j'ai pas tous les mots. Il manque des mots. Mais ouais, du coup, et s'écria-t-il d'une voix claire, et mon cher maître. Là, il me manque un mot déjà. Euh, je pense que ça doit être mon cher maître Martin, virgule. Vous êtes un homme riche et fortuné, mais euh, le plus beau trésor peut-être que vous ait fait le Seigneur, c'est votre jolie fille Rossa. Nous autres vieux bonhommes, nous siégeons au conseil. Et siégeons au conseil, nous, ça finit, je pense, par NS. Il me manque juste un mot, mais l'avant-dernière lettre est coupée en deux, ça ressemble à un N. Nous, NS, battre cœur, et nous pouvons détourner nos yeux affaiblis. Ah, nous sentons peut-être, nous sentons battre nos cœurs. Beau. Alors, j'aime pas quand on écrit sur les livres, vous savez, il y a des gens qui font des annotations. Euh, si vous, euh, si vous traînez un peu sur la partie lecteur-lectrice d'Instagram ou TikTok, vous avez peut-être déjà vu des gens qui montrent leurs annotations dans les livres. Donc, tu as des pages où c'est tout surligné dedans. Euh, c'est surligné de différentes couleurs. Tu as des mots qui sont soulignés. T'en as qui sont entourés. Ils écrivent leurs commentaires dessus. Et des fois, c'est juste des trucs débiles du genre Go girl! Genre, ouais, meuf! À quoi ça sert, putain? Je trouve que c'est immonde. J'avais vu ça sur un livre et c'était avec quasiment chaque paragraphe qui était ou souligné ou surligné dans une couleur. Donc, tu avais du bleu, du jaune, du vert, du rose, du... Voilà! Ou c'était entouré. Et puis, tu avais entre chaque euh, les petites annotations du genre ouais, meuf, oh là là, sérieusement, il a fait ça. Oh là là. À quoi ça sert de noter ça comme annotation? On s'en fout, tout le monde s'en bat les couilles. T'as juste ruiné un bouquin. Et j'avais vu un réel sur Insta où c'était ça, puis elle referme le livre et après j'ai vu que c'était after, je me suis dit, on pardonne sur ça, elle peut. J'ai un peu moins du live interactif, complète toi-même le texte. Et oui, incroyable. N'a fait que sur deux livres, des livres de jeux de rôle. Ouais, mais ça du coup c'est normal. C'est des corrections, c'est pas du coup. Et pareil, je considère aussi que sur les livres d'études,
Dans les livres que tu as en scolaire, tu peux mettre des annotations. Par exemple, ce passage est important, ou ça, c'est le truc le plus important à retenir du paragraphe. Voilà, mais pas des trucs à la con. Enfin, quel intérêt, je trouve, d'annoter un roman, quoi. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec les bouquins qu'ils achètent, mais si tu annotes un bouquin comme ça, tu es un criminel. Complètement. L'ombre du casque est étrange. Ah oui, j'ai un tatouage là. Ah, de toute façon, je vais plus. C'est l'été, je vais avoir des manches courtes, donc vous allez voir les bras. Donc il y aura forcément vision sur les tatouages. Bref, donc on en était à Baumgartner. Il dit: oh là là, votre fille, elle est très jolie. Je suis peut-être vieux, mais oh, mon cœur bat plus vite hein, quand je vois une jeune fille. Charmant. Voilà, quand nous regardons la charmante enfant, comment donc en voudrait-on aux jeunes gens de demeurer pétrifiés et interdits lorsqu'ils rencontrent votre fille dans la rue? Et comment les blâmer de ne voir dans l'église que votre fille et de ne plus songer au prêtre, de se trouver sans cesse à la promenade et partout où il y a une fête, au grand dépit des autres jeunes personnes, sur les pas de votre Rosa, et de la poursuivre de leurs soupirs, de leurs regards et de leurs paroles mielleuses. Faire ça, faut pas poursuivre les gens dans la rue parce que vous les trouvez jolis. C'est pas poli. Ouais, Stark. C'est pas fini dans. Je veux avoir des sortes d'arabesques autour, mais faut l'argent pour ça. Ça coûte un peu cher. Alors, parole mielleuse, voilà. Poursuivre dans la rue. C'est le 16e 18e, je sais plus, attends. On est à quel siècle? On est fin 18e. Tout va bien. Allez, maître Martin, vous pouvez vous choisir un gendre parmi nos jeunes patriciens, partout où vous voudrez. Aussi demander l'avis à la fille, pour savoir qui elle veut marier. Maître Martin fronça les sourcils. Il dit à sa fille d'apporter d'excellents vins vieux, et lorsque, rougissante, les yeux baissés à terre, elle fut partie, il reprit en s'adressant à Baumgartner. Eh, mon cher monsieur, il est vrai assurément que mon enfant est d'une beauté exceptionnelle, et qu'en la donnant, le ciel m'a accordé un trésor. Mais comment vous risquez-vous à parler de cela en sa présence? Quant à ces jeunes patriciens, je ne pense pas à eux, et il ne peut en être question. Taisez-vous, maître Martin, reprit Baumgartner en riant. Quand le cœur est plein, il déborde sur les lèvres. Vous ne croyez donc pas que mon sang refroidi commence à bouillonner dans mon vieux cœur dès que j'aperçois Rossa? Reste, si je parle en toute franchise de ce qu'elle doit savoir fort en bien en elle-même, vous ne sauriez vous en fâcher. Rosa apporta le vin et 2 grands verres. Martin poussa la lourde table ornée de merveilleuses sculptures au milieu de la pièce. Mais à peine les 2 vieillards eurent-ils pris place, à peine maître Martin eut-il rempli les verres, que les pas d'un cheval se firent entendre au dehors. On eût dit qu'un cavalier s'arrêtait devant la maison, et déjà on distinguait sa voix dans l'entrée du vestibule. Rosa descendit en courant et revint bientôt apporter la nouvelle que le vieux baron Henri de Spangenberg Spangenberg était là et désirait parler à maître Martin. À merveille, s'écria maître Martin. Voici une vraie soirée de bonheur, puisque mon plus ancien et meilleur client vient me voir. Sans doute une nouvelle commande, il va falloir se remettre à la besogne. En hâtant le pas, il courut aussi lestement qu'il le put à la rencontre du visiteur bienvenu. Chapitre 4. Comment maître Martin mit son métier au-dessus de tous les autres. Le Hochheim, perlé dans les beaux verres taillés, c'est le vin,
et délier la langue des 3 vieillards en épanouissant leur cœur. Par moments, le vieux Spangenberg, qui en dépit de son grand âge avait conservé toute la verdeur de sa jeunesse, retrouvait dans son joyeux passé quelques bonnes histoires plaisantes qui faisaient tressaillir le ventre de maître Martin, et le faisaient tant rire qu'il était obligé d'un instant à l'autre de s'essuyer les yeux. Maître Baumgartner lui-même oubliait un peu plus que de coutume sa gravité de magistrat, et se sentait regaillardi par le bon vin et les gais propos. Mais lorsque Rossa entra avec une jolie corbeille au bras, en tirant une nappe aussi blanche que la neige qui vient de tomber, lorsqu'elle eut rangé avec toute l'habileté d'une excellente ménagère, en allant et venant, toutes sortes de mets épicés, et qu'avec un gracieux sourire, elle eut invité ces messieurs à ne pas dédaigner ce qu'elle avait pu préparer à l'improviste, les propos et les rires cessèrent. Gärtner et Spangenberg, je vais arriver à le dire un moment, Spangenberg ne détachèrent plus leurs regards flamboyants de la charmante jeune fille, c'est très malaisant. Et maître Martin lui-même, se renversant dans son fauteuil, les mains jointes, témoigna de sa satisfaction en souriant. Rossa voulut s'éloigner, mais le vieux Spangenberg se leva vivement, comme eût fait un jeune homme, prit la jeune fille doucement par les 2 épaules, et tandis que ses paupières s'humectaient de larmes, ô cher et bel ange, s'écria-t-il, adorable et charmant enfant. Il déposa 2 ou 3 baisers sur son front et alla reprendre sa place tout pensif. Merci. J'avais pas les mots. Puis reprit Spangenberg quand elle fut sortie. Oui, maître Martin. Ah, parce qu'elle n'a pas le droit de manger avec eux en plus. Le ciel vous a donné en votre fille un joyau que vous ne sauriez priser trop. Elle vous vaudra quelques jours de grands honneurs, car quel est l'homme, de quelque rang qu'il puisse être, qui ne voudrait être votre gendre? Vous voyez, interrompit Baumgartner, vous voyez bien, maître Martin, le noble sire Spangenberg. J'ai réussi! Pardon, que le noble sir Spangenberg pense tout à fait comme moi. Je vois déjà ma chère Rossa fiancée à un patricien, avec une riche parure de perles dans ses beaux cheveux blonds. Mais cher monsieur, repartit maître Martin tout chagrin, mais cher monsieur, comment pouvez-vous revenir sur une chose à laquelle je ne songe pas pour le moment? Ma Rossa vient d'avoir 18 ans, et ce n'est pas une toute jeune fille comme elle a, et ce n'est pas à une toute jeune fille comme elle à s'occuper déjà d'un futur. Quant à ce qui arrivera plus tard, je m'en rapporte entièrement à la volonté du Seigneur. Mais ce qui est certain, c'est que la main de ma fille n'appartiendra ni à un patricien ni à aucun autre, et que je ne la donnerai qu'au tonnelier qui m'aura prouvé qu'il est à la fois un maître capable et habile, supérieur à tous. Encore faudra-t-il qu'il plaise à ma fille. Enfin, ça vient sur le plateau. Putain, ça fait je sais pas combien de paragraphes qu'on dit, ah là là, il faut la caser avec telle ou telle votre gamine. Merci, papa Martin, de dire, ouais, faut que mon futur gendre plaise à ma fille. C'est le principal. Ah, c'est l'enfer. Le passage avec la fille, Ah, immonde. Encore faudra-t-il qu'il plaise à ma fille, donc, car je ne veux imposer à la chère enfant aucune contrainte au monde, et moins encore un mariage qui ne lui conviendrait pas. Excellent raisonnement. Ah, c'est pas tant un connard, ça va, il a quelques bons aspects. Ça reste un immonde vantard, mais il est gentil avec sa fille. Même s'il ne l'autorise pas à manger avec ses invités, lui. Elle doit manger dans un coin de la cuisine, j'imagine. Et il est très riche, mais c'est sa fille qui fait la popote. Il a des meubles hyper chers. Depuis le début, on nous dit qu'il est hyper riche, et c'est sa fille qui fait la popote. Super. C'est une époque, je dis ça, mais c'est une époque où tu pouvais même avoir des domestiques dans les fermes les plus riches, en fait. Si vous lisez un peu Maupassant, ou si vous avez lu un peu Maupassant,
Il y a pas mal de ces récits sur la campagne normande. Et beaucoup sur la campagne normande. Moi, j'aime bien. Et, euh, et du coup, tu as pas mal de récits comme ça où où tu as des bonnes ou des cuisinières en fait dans la ferme, qui travaillent dans la ferme parce que bah, euh, je pense qu'il y avait un temps où on pouvait peut-être un peu plus vivre le travail de la ferme que maintenant depuis la mondialisation. C'était pas quand même glorieux, mais il y avait quand même moyen, visiblement, de se payer une personne pour faire la cuisine et le ménage. Donc voilà, c'est une époque où, même si tu étais paysan, tu pouvais, si tu avais suffisamment d'argent, te payer une domestique. Et lui, il est hyper blindé et c'est sa fille qui fait la bouffe. Ça me déglingue. Et elle a même pas le droit de manger avec eux. Bref, Spangenberg et Baumgartner échangèrent un regard étonné. Ils étaient tous stupéfaits de cette étrange résolution de Maître Martin. L'étrange résolution qui est, je rappelle, de ne pas imposer un mariage à sa fille qui ne lui convienne pas. Étrange résolution. Enfin, après avoir toussé légèrement, Spangenberg reprit. Ainsi donc, votre fille ne doit point chercher un prétendant hors de votre condition. Dieu l'en préserve, répondit M. Martin. Mais, continua Spangenberg, si un maître habile ayant un métier honorable, un orfèvre par exemple, ou un jeune artiste de talent, recherchait votre Rosa, et lui plaisait d'une manière toute particulière, de préférence à tout autre jeune compagnon, que diriez-vous? Montrez-moi, répondit Martin en rejetant la tête en arrière. Montrez-moi un jeune et cher compagnon, lui dirai-je, la belle tonne de 2 foudres que vous avez faite pour votre chef-d'œuvre. Et s'il ne le pouvait pas, je lui ouvrirai amicalement la porte et je le prierai poliment d'aller chercher ailleurs. Mais, objecta Spangenberg, si le jeune compagnon vous disait je ne puis vous montrer une construction de si peu d'importance, mais venez avec moi au marché et regardez cette superbe maison qui dresse hardiment dans les airs ses pignons élancés. Voici mon œuvre de maître. Et mon cher seigneur, interrompit maître Martin, impatienté des discours de Spangenberg, mon cher seigneur, vous vous donnez beaucoup de peine pour me convaincre de ce que je ne veux pas admettre. Mon gendre sera un homme de mon métier, parce que je considère mon métier comme le plus noble qui soit au monde. Croyez-vous donc que pour faire tenir ensemble les pièces d'un tonneau, il suffise de chasser les cercles sur les douves? Et n'est-ce pas déjà grand et beau que notre métier exige tout d'abord la science de soigner le vin, ce magnifique don du ciel, de manière à le faire bonifier pour qu'il nous pénètre de sa force et de sa douceur comme la sève brûlante de la vie? Mais il y a la construction du tonneau même. Ne devons-nous pas, pour réussir dans notre œuvre, commencer par prendre exactement nos mesures au compas? Ne faut-il pas que nous soyons aussi savants en calcul qu'en géométrie, car sans cela pourrions-nous déterminer la proportion et la capacité de nos tonneaux? Et messire, le cœur me bat de joie